Non, c'était pas facile, d'autant que c'était la première fois que, voilà, que ce pays avait connu la fin du communisme. Oui, j'étais en train. C'était la première fois qu'une équipe étrangère pouvait rentrer et filmer aussi profondément, faire comme ça une incise profonde sur ce qui s'était passé. Donc, enfin, après, c'est des concours de circonstances. J'ai profité du désordre dans lequel se trouvait ce pays pour passer dans les interstices. Parce que normalement, tout le monde aurait pu faire ce film, sauf moi, parce que j'avais un tel handicap. J'étais parti avec un tel handicap avec les communistes 10 ans auparavant que bon, c'était pas à moi de le faire. Mais comme j'étais à l'époque un salaud pour eux, c'est une belle anecdote. Après, j'étais devenu un héros. C'est une anecdote que tu peux leur raconter peut-être. Tu me l'as raconté à moi, mais ça serait long. Oui, c'est une autre histoire, mais ça serait long parce que ça me ferait encore plus vieillir. Non, mais j'ai fait le premier film clandestin en Union soviétique en 1980. Et ouais, c'était une aventure rocambolesque. Enfin bon, c'était à l'époque. Bon. Et ça a mis la France en émoi à ce moment-là, puisque quand le film est sorti, j'avais filmé à l'insu du KGB, du NKVD, etc. En 81, avec des complicités sur place, avec une préparation très précise de la chose pour ne pas se retrouver au goulag, moi à mon tour. Et donc, j'avais pu interviewer les dissidents à l'époque. Personne ne passait, personne ne parlait. Rien ne pouvait sortir de ce pays. C'est-à-dire on a du mal à imaginer aujourd'hui ce que c'était en 1980. C'était une forteresse imprenable. Ils n'avaient aucune information sur ce qui se passait chez nous. Enfin bref, c'était très très compliqué. Et donc on avait réussi à sortir les Super 8, c'était des petites caméras Super 8. Et donc on avait sorti ces documents donc, qui ont été vendus partout après dans le monde parce que c'était la première fois que on avait ces images-là. Et les soviétiques, l'ambassadeur de l'Union soviétique à Paris a écrit une lettre ouverte à François Mitterrand qui venait juste d'être élu avec 4 ministres communistes dans son gouvernement à l'époque. Donc ça foutait une pagaille pas possible et qui avait demandé d'interdire la sortie de ce film sur Antenne 2. Et puis François Mitterrand, à cette époque-là, a une très bonne réaction. Il a refusé de céder à l'ambassadeur. Il a juste convoqué moi et le directeur d'Antenne 2 à l'époque. Et donc, parce que à la suite de ça, le film a été programmé le jeudi. C'était un jeudi. Et comme l'ambassadeur n'avait pas pu régler ce problème, la CGT s'est permis de le régler. C'est-à-dire, elle a fait les écrans noirs le jeudi soir. Donc, elle a fermé l'antenne. Enfin, je dis ça, c'était en 80 quand même. Et donc, on s'est fait convoquer par notre président, Pierre Desgroupes à l'époque, qui était un président légendaire, parce qu'il résistait à toutes les pressions politiques. Il a passé un savon au directeur général en disant « Mais comment vous êtes laissé faire, machin et tout ?» Et à moi, qui était encore un petit jeune à l'époque, il m'a dit « Toi, et puis Henri, il s'appelait Henri, écoutez, on va programmer ce film-là à 20h30 à la place du cinéma du dimanche soir, qui était l'exposition la meilleure, si vous voulez, pour l'audience. Il n'y avait pas mieux, c'était une sorte de truc comme ça. Et donc, ils l'ont programmé le soir. Nous, on s'est enfermé à double tour dans la régie finale pour que les gens de la CGT ne puissent pas rentrer. Et donc, on a fait ce film. Je ne vous cache pas qu'il ne m'avait pas la bonne après.
et que j'étais interdit de séjour pendant 10 ans en Union soviétique, et donc, mais à la première occasion, mais en même temps, c'est pour ça que je raconte, c'est vrai que cette anecdote est importante, parce qu'en fait, j'étais un salaud pour eux, et donc, mais à partir de 88-89, quand il y a eu Gorbatchev et Yeltsin, j'étais devenu un héros, puisque j'avais soutenu ces gens-là à l'époque où ils étaient dans le malheur, mais où le régime ne les supportait pas. Et donc ça a facilité toutes mes approches. J'avais des introductions partout. Il y avait Sakharov qui payait sur moi. Enfin, j'ai eu toutes les portes ouvertes. Et donc j'ai pu aller au plus profond d'ailleurs, parce que là, c'est des choses très... Enfin, c'est des gens intouchables, on ne pouvait pas retenir ces témoignages avant. Enfin, toutes ces histoires, puis toutes ces archives que j'ai vues. Enfin, oui, c'est des archives absolument magnifiques, qui étaient exclusives, que j'ai vues très peu ailleurs. Donc c'est un matériel, si vous voulez, documentaire, historique, formidable pour les gens qui veulent comprendre ce que c'est que ce régime, ce que c'était ce régime-là. Et encore, à l'époque, on ne savait pas tout. Parce que depuis, enfin, entre-temps, après, j'en ai beaucoup appris, pire que celle-là encore. Et donc, voilà, ça a été... Alors, pour l'anecdote aussi, mais je peux raconter aussi... Parce qu'il y a une anecdote dans l'anecdote, c'est que quand ce film... ce film est sorti, en 80, le KGB, en Union soviétique, l'a piraté. Et donc, il a mis sur les images que nous avions tournées clandestinement une voix off qui n'était pas la mienne, et qui était le commentaire était absolument, n'avait rien à voir avec le mien. C'était exactement l'inverse, puisque ils avaient mis une voix off dessus où ils expliquaient comment... Moi j'étais à l'image, avec la femme qui était avec moi, on était tous les deux à l'image, c'était nous qui avions fait cette enquête, et donc ils nous pointaient du doigt comme des gens qui étaient des agents de la CIA, et ça commençait, voici comment travaillent les agents de la CIA quand ils viennent clandestinement en Union soviétique. Voilà. Et donc, et ça c'était une anecdote dans l'anecdote, et puis il y a une anecdote dans l'anecdote de l'anecdote, parce que moi évidemment quand j'ai récupéré ces images, avec cette voix off, et j'ai fait un deuxième film qui s'appelait Entre deux mondes, qui partait du film précédent, dans lequel j'ai intégré la façon dont le KGB agissait à l'égard des gens qui essayaient de savoir et de faire connaître la vérité sur ce pays. Donc tout ça pour dire, parce que, moi c'est pas pour me pousser du col, mais c'est juste que ça m'a permis, pour dire que ça a facilité toutes les entrées, ça rendait jaloux toute la profession, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas eu accès à toute cette histoire pour les bonnes raisons qu'ils n'avaient pas fait ce parcours-là. Donc voilà, ça a été très, très, très important. Et après évidemment, j'étais servi par le fait qu'il y avait eu la glasnost, avec l'histoire de Tchernobyl, etc. Gorbatchev a été obligé de lâcher. Et puis après, il y a eu la perestroïka, donc... et puis après, il y a eu le désordre, il y a eu la révolution, etc. Donc tout ça a été un capharnaüm pas possible. Et puis les gens, dans les institutions, n'avaient plus de repères. Ils ne savaient plus s'il fallait dire oui ou non. S'il fallait dire oui ou l'inverse. Et donc, par exemple, parce que c'est un film qui a été coproduit avec le studio Gorky. C'est le premier film qui a été produit avec un studio soviétique à l'époque. Alors voilà, alors un jour ça passait bien, les gens étaient entre dire oui et dire non, ben, ils disaient plutôt oui, et puis il y en a d'autres qui disaient plutôt non, et ben dans tout ça, à l'arrivée, si vous voulez, ça me donnait des accès privilégiés, et j'ai pu, telle une petite souris, me glisser dans les studios pour obtenir tout ce que je voulais. Enfin non, il y a plein d'autres anecdotes sur cette histoire, mais j'arrête parce que sinon... Ce film, il est passé à la télévision russe. Alors ce film, alors oui, alors il y a une histoire là aussi dans l'histoire, c'est que ce film est passé, mais sous Yeltsin. C'est-à-dire, c'est pour ça, c'est un parcours qui suit la politique telle qu'elle s'est passée dans ces 15 années-là. C'est que, comme c'était une coproduction avec le studio Gorky,
ils avaient le droit de le passer. Alors ils ont attendu pendant quelques années pour ne pas le passer, et puis ils l'ont passé en 83. Et ils l'ont passé, alors pour l'Union soviétique, pour les soviétiques, c'était comme le chagrin et la pitié pour nous ici, pour l'occupation. Parce qu'eux-mêmes, les soviétiques, n'avaient pas fait cette approche-là, ils n'avaient pas fait ce film, ou ces films sur leur propre histoire, elle leur était interdite. Et donc ça a été un choc énorme dans le pays à l'époque. Il est passé en prime time avec Gostel Radio, qui était l'équivalent de TF1. Et donc ça a fait un événement considérable. Je suis revenu à l'occasion du passage de ce film. C'était assez hallucinant d'assister à ça, quoi. Pour moi, c'était quand même formidable. Et alors, du coup, pour vous dire, j'ai rencontré Kazakov en 83. Je l'ai revu en 83. Attendez, là je parle de... Non, c'était en 93, pardon. En 93, pardon. Je l'ai revu en 93. Comme j'ai été tellement souvent en Union soviétique, je confonds les dates parfois. Donc, je suis revenu en 93, donc, pour la sortie du Rêve perdu là-bas. Et donc, j'ai vu Kazakov. Et je dis à Kazakov, je lui dis, mais alors, ça doit être formidable. Vous pouvez, il dit, on ne parlait pas. C'est un drame pour moi. Et je dis, comment ça, c'est un drame pour vous? Il me dit, oui, c'est un drame pour moi, mais je lui dis, qu'est-ce qu'on vous a fait? Ah ben, à la suite de ça, quand je suis revenu dans mon usine, les gens me tournaient le dos. Mais pourquoi ils vous tournaient le dos? On n'est plus à l'époque soviétique, quand même. Et ils me tournaient le dos. Parce qu'en fait, ils considéraient que si j'avais accepté ce genre de choses, c'est parce que je voulais me montrer. Et que je voulais sortir du lot. Et il ne fallait pas sortir du lot dans ce monde-là. Il fallait rester à sa place. Et donc, alors non seulement on lui a fait ça, mais lui qui était membre du parti, il avait les privilèges des membres du parti. C'est-à-dire, il avait les vacances dans le sud, il avait les bains de vapeur, il avait la piscine le week-end, il avait les colonies de vacances pour les enfants et pour les petits-enfants. Il avait tous ces avantages qui étaient afférents à ceux d'un membre du parti, que les autres n'avaient pas. Et de ce jour, le fait d'avoir collaboré à ce film et d'en être devenu la vedette, il a été privé, le pauvre, de tous ses avantages à partir de ce moment-là. On voit à la fin du film, il y a toujours une paranoïa, parce que le matin, il va défiler pour la commémoration des victimes, et l'après-midi, il va fêter la Révolution. Mais comme je dis, c'est insondable. Le communisme, c'est insondable. Moi-même, si vous voulez. Parce que, oui, Frankenstein est un type admirable. Et Paganini, pareil. Mais vous voulez, il pardonne à tous. Et ils ont la foi du charbonnier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en faisant parce que c'est le problème, c'est du travail, hein, ça fait, c'est 2 ans quasiment, j'ai passé sur cet épisode. Mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est des gens... Vous savez, quand il raconte l'épisode où il va casser les vitraux et puis il revient, et il dit, puis je me remets dans mon lit, et puis je me suis réveillé le matin, et c'est là que j'ai compris que Dieu n'existait pas. Vous vous rendez compte? C'est quand même un adulte. Et donc, en fait, il liquidait, l'Église, parce que l'Église, c'était le concurrent le plus proche cousin du communisme. Parce que la foi du communisme, c'était une foi religieuse. D'ailleurs, c'est celle d'un croyant, c'est pas celle d'un homme, et c'est pas celle d'un homme normal, ou d'une femme normale. C'est de quelqu'un qui croit en ça, et puis il croit toute sa vie, et puis il va mourir comme ça. De toute façon, c'est ça. C'est la pureté des origines, c'est ça dans le communisme de cette génération-là. Après, il y a eu les années 70, en France, en Occident, c'est pas pareil. Le communisme, c'était autre chose à ce moment-là. Bon,
C'était même parfois de l'opportunisme. Donc, mais là, non. Ils étaient dans une église et ils avaient besoin de détruire l'autre église qui existait, qui leur faisait concurrence. Et d'ailleurs, il y a eu des exterminations en Union soviétique. Contrairement à ce que les gens disent, il y a eu des exterminations, mais les exterminations les plus importantes, c'est celles qui étaient faites sur les popes. Elles ont été décrétées très tôt, elles ont été décrétées au début des années 20. Vasil Solovski. Donc ils ont ciblé, comme en Allemagne ils avaient ciblé les juifs, là ils ont ciblé les popes et ils ont décapité les popes, enfin toute une génération de popes dans les années 20. Donc, et la destruction, enfin, c'est incroyable, dans le quartier du Kremlin, il y avait 50 chapelles et églises, à peu près, enfin, des beautés bon, les 50, ils les ont rasées. Donc, quand je montre tout ce que je montre là en images, c'est pas des images, la même image dans des axes différents. C'était à chaque fois des cathédrales ou des chapelles qui étaient tombées. Et d'ailleurs, il y avait la plus grande, qui m'a aussi surpris, c'est que la première fois quand je suis allé en 1980, je suis tombé sur une immense piscine en plein cœur de Moscou. Et une piscine à ciel ouvert en plein hiver où il y avait de la neige, il faisait moins 15 ou moins 20, enfin un truc incroyable. Et il y avait des gens qui se baignaient, voilà. Et donc, bon, et j'apprends, 20 ans plus tard, quand j'y retourne, qu'ils construisent la cathédrale Saint-Sauveur en ayant rasé la piscine. Pour construire Saint-Sauveur, la capitale la cathédrale de Moscou, sur l'endroit même où elle existait antérieurement à la piscine. Et donc ils ont tenu à reconstruire la capitale à l'identique, à la cathédrale à l'identique. Donc il y avait, vous voyez, il y a eu toute une histoire comme ça, enfin incroyable. Et moi, quand je reviens à Zil après avoir fait un film sur eux, donc bon, je suis leur mascotte d'une certaine manière au bout d'un moment. Et donc ils font une cérémonie en grande pompe et ils viennent me remettre la cloche de Saint-Sauveur. Donc il y a moi, enfin, eux, ils sont des communistes, quoi. Ils viennent me remettre une cloche magnifique, petite cloche comme ça, mais qui est la réplique exacte de la cloche qui existe à la cathédrale Saint-Sauveur, que j'ai avec moi d'ailleurs, et ceux qui sont venus chez moi connaissent, puisqu'elle fait un très très beau son. L'usine, elle existe encore? Pardon? L'usine, elle existe encore? Alors l'usine, elle existe encore. Oui, oui. Non, parce que maintenant, ça y est. Quand j'ai fait le dernier épisode, ils étaient en train de la détruire parce qu'ils en ont fait un projet immobilier. Donc quoi, hein, tout change. Donc, oui, non, ça n'existe plus. Elle a disparu. Mais là aussi, c'était un choc. Hein. C'est des endroits où on ne pénétrait jamais. Et pour cause, parce qu'ils ne voulaient pas les montrer, puisqu'ils étaient censés dire aux soviétiques qu'ils étaient passés devant l'Amérique, qu'ils avaient un niveau de développement, etc. Mais quand vous rentriez, on le voit d'ailleurs un peu à l'image, mais quand vous rentriez dans les locaux, vous étiez chez Zola au 19e siècle. Enfin, c'était dans les grandes usines de la fin du 19e siècle. C'était un truc incroyable, en 1990, quoi. Donc il y avait un retard sur nous en art technologique. Le seul domaine où ils étaient performants, c'est les armes et l'espace. Voilà. Parce que ça, c'était stratégique, et ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc ils avaient mis tout l'argent là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tombés. C'est qu'ils se sont épuisés dans la course aux armements avec les Américains. Mais c'était Zola. On était dans le monde de Zola. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je voulais te remercier, Daniel, pour ces reportages qui sont absolument remarquables. Je voulais dire, j'étais en Union soviétique en 1975, sous Brejnev, sous Leonid Brejnev, le régime de Brejnev, oui. Et on était encadré alors par les Komsomol, c'est-à-dire par les jeunesses communistes.
Et j'avais été frappé, donc j'avais 24 ans, j'étais étudiant à l'histoire, et j'avais été frappé par la négation du passé. C'était une véritable oubli ou bien un refus de ne pas témoigner sur leur histoire qu'on ne leur avait peut-être jamais appris. Hein, il y avait ça aussi qui était important, je crois. J'avais été, par contre, assez frappé par la jeunesse, enfin, la joie de la jeunesse à l'époque, qui était changée beaucoup par rapport aux périodes de guerre, évidemment, qu'on avait connues auparavant. Hein. Et voilà, donc, ce qui m'a paru important, c'est que on n'allait pas deviner ce qui allait se passer par la suite, hein, avec la décomposition du communisme et l'arrivée du régime tsariste. Ce que je dirais, ça, c'est de Vladimir Poutine. Hein. C'est le retour aux sources du tsarisme de Catherine II, et bien avant Catherine II, de Russie. Et voilà, je voudrais penser aujourd'hui à l'historien François Furet, qui a écrit Le passé d'une illusion en 1995. Et son film me fait penser donc à ce qu'a écrit le grand historien que fut François Furet, qui était originaire du Lot, donc voisin de l'Aveyron, et qui est décédé malheureusement d'une crise cardiaque en faisant un match de tennis. Voilà. J'accepte le compliment. C'est un beau compliment, François Furet. Je suis content. Mais non, mais d'ailleurs, puisqu'on parle histoire, pour le dernier épisode de cette série, que je suis allé faire en 2017, donc j'ai respecté ma promesse. Je voulais faire le dernier pour le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre. Et donc, quand j'ai fait ce film, il y avait un historien dont on parle très peu, qui est probablement le type le plus formidable, et qui n'est jamais interrogé, c'est Nicolas Woerth, qui est un type absolument incroyable. Et pour vous dire à quel point ils étaient repliés sur eux-mêmes, j'ai appris, puisque c'était lui qui était mon conseiller sur le dernier épisode, j'ai appris que, puisque il n'y avait pas, l'histoire n'était pas une science, contrairement à ce qu'il racontait, c'était une propagande, une idéologie. Ils avaient enseigné l'histoire aux petits soviétiques, où ils racontaient l'histoire officielle, c'est-à-dire l'histoire du parti. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire, c'est juste le récit imaginé par le Parti communiste, qui est un récit idéal qui lui convient et qui ne correspond à rien de la réalité, évidemment. Et donc, Nicolas me dit au bout d'un moment que c'est un homme formidable, mais il est très discret, il ne la ramène pas, et au détour d'une phrase, il me dit « Oh, tu sais, ils ont été tellement emmerdés quand le mur est tombé, et qu'il y a eu Yeltsin, le communisme était terminé, ils ne savaient plus ce qu'il fallait mettre dans les manuels scolaires. » Et donc, ils n'avaient plus personne pour enseigner l'histoire, puisque c'était plus la même histoire. La vraie histoire, ils n'avaient personne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Nicolas Woerth, ils ont acheté avec un que sais-je qu'avait fait Nicolas Woerth sur l'histoire de l'URSS, et il n'a pas fait payer. Ils en ont pris 20 millions. Et c'est un historien français qui a permis aux petits Russes, de savoir ce qui s'était passé réellement dans leur pays, donc à ce moment-là. C'est-à-dire que, autrement, avant, fini. Et vous pouvez mieux comprendre pourquoi Kazakov, il a cette fois du charbonnier, et que de toute façon, même, il est sincère, cet homme, en même temps. Il croit en ce qu'il dit, c'est ce qui le rend sympathique, quelque part. Mais lui, quand il dit à la fin d'une certaine manière qu'il ne regrette rien, bon, alors qu'au cours de l'entretien, il démontre qu'il y a des choses qu'il regrette, même dans ses silences. Et voilà, c'est que je pense qu'il y a eu une sorte d'histoire confisquée, de passé confisqué pour tous ces gens. Et c'est dommage, ça aurait pris plus de temps, mais qu'on ne passe pas les deux autres épisodes derrière, parce que c'est la deuxième génération. Et là, c'est une histoire racontée par les femmes. C'est l'histoire racontée par les trois sœurs. Et donc, j'adore cette partie. Voilà, j'adore cette partie parce que c'est les femmes de Tchekhov, les trois sœurs. C'est quasiment ça. Alors, dans un régime qui n'a rien à voir, dans un siècle qui n'a rien à voir,
Mais il y a une sorte de truc qui est quand même passé, qui a traversé quand même l'idéologie et le communisme, et qui ressort avec des femmes admirables. Voilà. Donc, j'aurais bien aimé, et si on me demande encore de faire une prolongation, c'est probablement ça que je demanderai de faire. Bravo. Merci. Mais profitez-en si vous avez une question, voilà. J'arrive. Oui, bonsoir à tous. C'est peut-être une boutade que je vais lancer. Communiste un jour, communiste toujours. Quand on voit effectivement la conclusion du film, où le personnage principal ne regrette pas son passé. Et je veux dire, il faut faire la différence entre le militant et le régime. Peut-être que le régime communiste est tombé. En revanche, il faut que cette génération disparaisse pour que le communisme disparaisse. Parce que c'est ancré au fond de leur mémoire. À titre personnel, anecdotique, il y a une dizaine d'années, je suis allé en ex-Yougoslavie et j'ai rencontré un dirigeant communiste. La première chose qu'il a faite, c'est de montrer les photos où il est à côté de Tito. Il était fier de cela. Et je pense que cette génération ne regrette pas et est nostalgique de ce fait. Donc je ne sais pas si tu as cette impression à la suite de ce film, si effectivement ces gens-là, de bonne foi, ont été abusés et ils continueront toute leur vie avec cette pensée et cette philosophie dans leur mémoire. Alors, pour Kazakov, c'est sûr. Kazakov, il est mort comme ça. Et mon erreur, c'est d'avoir pensé que je pouvais, enfin, d'avoir surestimé mes capacités à le faire céder. Mais non, il bougeait pas. Il était comme il était le même à sa mort qu'il était au début. Il ne pouvait pas admettre cette idée, parce qu'en fait, et puis c'est pas possible, parce que ça ne se raisonne pas, puisque c'est de la foi, c'est une croyance. Donc ça se raisonne pas, et j'ai vite compris que ça sert à rien de l'emmerder à son âge. Voilà, et donc c'est pas du ressort de la raison. C'est curieux parce qu'il essaye de nous la faire avec l'histoire de la raison, mais il n'y a rien de moins raisonnable que le communisme. Enfin, il n'y a rien qui ne correspond à la raison, rien que le communisme. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Feinstein est formidable quand il le dit. Voilà, il prévoit, il dit, mais le communisme ne se fera jamais. Évidemment qu'il ne se fera jamais. Voilà, c'est ma conviction au bout de tout ce travail. Parce que le postulat de base est faux. Il n'y a pas de camp du bien, il n'y a pas d'homme bon. Il y a juste, on est amélioré par la société, par le collectif qu'on est, par ce qu'on produit. Mais je pense, oui, il n'y a pas de... C'est nous, c'est vous, le fait qu'on est meilleur. C'est pas en soi, ça ne nous est pas déposé à la naissance. Hein. Donc c'est parti sur un postulat de base qui est vicié. Donc ça ne changera pas. Mais vous savez, ce que vous dites sur le fait que communiste un jour, communiste toujours. Poutine, il décline, parce qu'il n'y a pas plus communiste que lui. Il était au KGB, et puis en plus il a été dirigeant du KGB à la fin des années 90. Donc, mais c'est un opportuniste, il habille ça autrement. Et il prend le détour du tsar en emboîtant la Grande Russie pour essayer de tirer à lui la fierté du peuple russe. Le problème du peuple russe, c'est qu'il a été humilié. Et il a été humilié comme les moujiks du temps des tsars. Il n'a jamais été un peuple adulte. Il a toujours été un peuple qui a été dirigé par des tyrans, sauf quand parfois ils étaient éclairés. Voilà. Il y a eu quelques tyrans éclairés, comme Catherine II. Voilà. Donc, mais voilà, ça, je pense que c'est fondamental. Et Poutine, aujourd'hui, il a épousé le communisme à fond, parce que quand c'était le communisme, c'est parce que c'était une façon pour lui
de naviguer le mieux dans ce monde-là. Et puis, après, il a compris, et puis il renifle les choses, quoi. Il sent les choses. Il sait que son peuple est un peuple d'humiliés. Le fameux livre de Dostoïevski, Humilié et offensé, qui est une Bible, normalement, pour comprendre la psychologie du peuple russe. Donc, à partir de là, quand il connaît son peuple sur le bout des doigts, il le manœuvre comme il veut. Et c'est pour ça que quand il y a eu la guerre en Ukraine, ils avalent tout. D'autant que quand le robinet d'information se ferme d'un seul coup et que la seule information qui passe, c'est celle qui vient du Kremlin et qui est pilotée par lui, le peuple est enfermé dans cette prison intérieure qui l'empêche de penser. Et donc, c'est le malheur russe. C'est vraiment un malheur russe que d'avoir subi un régime autoritaire après un autre, un régime du tsar d'abord, et puis ensuite le communisme, c'est sans fin, quoi. Et en même temps, c'est des gens, enfin, moi je connais bien, c'est des gens, individuellement, c'est des gens qui sont riches, cultivés, souvent, c'est des gens formidables, mais ils font pas peuple, ou quand ils font peuple, c'est catastrophique. Oui, je crois qu'il faudrait faire un distinguo entre l'idée communiste occidentale, ou disons de pays latins, et celle des pays de l'Est dictatoriaux, comme l'Union soviétique, bien sûr, la Russie ou bien la Chine. Nous-mêmes, le communisme est né en Europe occidentale en même temps que le développement du capitalisme au XIXe siècle, par les premiers mouvements socialistes et ensuite par la grande union de l'ensemble en 1921, la création, la naissance du Parti communiste français. Mais là, on a une espèce de mouvement, disons, qui est que l'on considérait à l'époque comme un mouvement progressiste, contrairement donc peut-être qui n'a rien à voir avec la dictature de Staline, bien sûr. Je crois que la France a une démocratie quand même participative, puisqu'elle a connu le communisme et au fond l'héritage du jacobinisme de 93 et de Robespierre. Et on a connu à partir de 1793 des contresauts par rapport à cette volonté dictatoriale de Robespierre, et donc le communisme français est plus habitué à la démocratie et donc à la confrontation avec les autres partis de gauche, et même les autres partis républicains en général, que par rapport aux pays de l'Est, où là on a effectivement un tsarisme dictatoriaux depuis la nuit des temps. Voilà. Et je prendrai aussi l'exemple de la Chine, qui a été pour nous en 1968, les pensées de Mao Tse-tung, le petit livre rouge, était vraiment le vadémécum de tous les révolutionnaires de la rue à Paris et dans les villes de Provence. Et puis là, on est vraiment dans un autre monde. Mais c'est vrai qu'on retrouve les racines donc traditionnelles de la Russie ou de la Chine à travers les mouvements dictatoriaux, qui n'ont rien quand même à voir avec l'idée républicaine française en particulier, ou bien les pays latins, voilà, l'Espagne, etc. Ouais. Merci. Oui, j'étais frappé en repensant aux deux films précédents, et en regardant le programme pour la suite, en t'écoutant ce soir où tu parles du communisme comme une croyance, comme une foi, de me dire que dans ces films que tu nous as déjà montrés, on retrouve ce fil conducteur d'une foi, d'une croyance. On a entendu des anciens nazis qui ne démordent pas de leur conviction nazie. On a ici un exemple impressionnant de cet ancrage profond dans une conviction qui a été vécue. Et puis je pense que dans les prochains film que tu vas nous montrer, tu vas nous parler aussi de choses assez similaires finalement. Non? Alors j'attends de voir. En tous les cas, pas le prochain, parce que le prochain c'est le bal des menteurs. Donc je regarde la société française, donc la justice française. Donc c'est le fameux procès où là, il y a l'affrontement entre Villepin et Sarkozy. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Mais c'est une comédie humaine, là aussi, le bal des menteurs. Mais je tenais absolument parce que je ne suis quand même pas l'homme d'un seul genre, quand même. Je peux faire autre chose.
Donc, non, et puis en plus, je me suis beaucoup amusé dans ce film aussi. D'ailleurs, enfin, j'essaye quand je choisis mes films, j'essaye au moins parce qu'on passe beaucoup de temps avec. Donc, il faut quand même que ça nous amuse et que ça nous enseigne. Enfin, et d'ailleurs, celui-là, c'est pareil. Celui-là, on sort d'une aventure comme celle-là, on est différent. Voilà, on peut pas passer. C'est comme quand Lanzmann fait Shoah. Voilà, on n'est pas le même au sortir d'un film comme celui-là où on voit des gens pareils, on a la chance de pouvoir les voir, de pouvoir les questionner, de pouvoir être au fond d'eux-mêmes et comprendre ce qui est pour la plupart des gens incompréhensible, parce que c'est des ressorts humains qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Oui, le communisme, c'est de la foi. Vous dites ça à un vrai communiste voilà, il va vous dire mais non, machin et tout. D'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que c'est des lanceurs de claquettes, parfois. Donc, je dis ça sans aucune mauvaise humeur, mais ça n'a rien à voir quand le leader du Parti communiste aujourd'hui et puis ces gens-là. On n'est pas dans le même monde du tout. C'est pour ça qu'elle est relative, la comparaison que vous faites, parce qu'en même temps, c'est pas simplement. On ne peut pas comparer pays à pays par communisme à communisme. Il faut comparer l'influence du pays, la nature du pays sur la manière dont il décline le communisme. C'est-à-dire que ça, c'est capital. Quand le pays a des protections, quand il a comme en France par exemple, dans les démocraties, on a des remparts contre ce genre de choses, pour ne pas encaisser tel quel, si vous voulez, le côté foi et croyance des choses. Mais quand il n'y en a pas, comme en Russie, où vous aviez une religion qui était très puissante elle-même, enfin, qui pesait sur les êtres, après c'est facile, hein, quand on est Staline, pour reprendre l'héritage, en collant un autre discours dessus, pour tenir ces gens-là. Et donc, je pense aussi, c'est ça l'habileté des dictateurs, de saisir la psychologie des peuples. Ils ne sont pas cons. Ils savent faire. Poutine, il sait faire. Staline, il savait faire. Tu le dis là, à un moment dans le film, qu'avec des mots très simples, il arrive à parler aux gens avec des choses qu'ils comprennent. Très simple. C'est des médiums, hein, c'est des gens forts. Enfin, moi, j'en ai côtoyé quelques-uns, je peux vous dire, ils sont balèzes. Hein. Oui, moi j'ai eu une petite question, c'est sur un passage assez court dans le documentaire, c'est ce moment où on a les jeunesses communistes de 90 qui rencontrent donc M. Kazakov. Comment ça se passe ce moment? Est-ce que vous avez pu discuter vous avec ces jeunesses communistes? C'est un peu un choc entre deux générations, entre deux systèmes de croyances aussi, puisqu'on voit qu'il y a des questions qui sont quand même assez piquante, on va dire, entre guillemets, avec cette jeunesse-là qui interroge le système communiste de l'époque. Qu'est-ce qu'ils retiennent de cette histoire, de ce discours, à côté d'une génération qui, comme on l'a vu, a vécu des choses assez dures, mais en même temps ne remettra pas en cause son histoire, ou en tout cas aura du mal à remettre en cause tout ce qu'elle a vécu? Pourquoi il y a cette impertinence, entre guillemets, dans cette séquence? Bon. Moi, j'ai essayé de mettre en scène ces deux générations. Donc, j'ai été aussi chercher la situation pour faire sortir ça. Mais pourquoi pourquoi ça se passe comme ça? C'est le moment qui compte. Le moment où ça se déroule, on est en 90, 91. Et donc, en 90, 91, si vous voulez, ça y est, c'est terminé. Tout le monde crache sur le communisme, tout le monde crache sur la nomenclature. Ils brûlent ce qu'ils ont adoré. Et la seule raison qui les ont fait adorer ces choses-là, c'est le Knut. Ils n'avaient pas le choix.
ou bien sauf à prendre le risque, comme Sakharov, comme d'autres, d'être déporté et de ne jamais revenir. Donc, vous savez, et là, ces jeunes, ils font partie de la génération où ils pensent à ce moment-là que ça y est, que c'est réglé. Et que la parole est libre, et qu'ils peuvent s'exprimer, et qu'ils peuvent être impertinents avec les générations d'avant, tout en étant quand même un petit peu respectueux, parce qu'il y a quand même, il reste un peu de ça. Mais donc c'est aussi, c'est un moment. C'est un moment, aujourd'hui, il ne ferait plus ça. Avec Poutine, c'est terminé. Il est revenu à la case départ. Ils sont revenus à la case départ, même peut-être, ouais, pas pire, mais ils sont revenus à la case départ. Bon. Une autre question ou on conclut? Alors la prochaine fois, ce sera moins plombant. Ce sera une comédie humaine. Merci en tout cas Daniel pour tout ce que tu nous as donné généreusement ce soir. Merci à vous. Merci. Et merci au public que je trouve a une écoute absolument formidable. Oui, je trouve aussi. Hein, c'est vrai, hein, il ouais, faut vraiment le dire. Et puis une fidélité quand même oui. en plus. Je trouve ça, même si l'hiver approchant, il est plus difficile de mettre le nez dehors. Merci d'être venu. Mais merci beaucoup, oui. Merci à vous vraiment. Voilà, donc on vous donne rendez-vous mi-janvier pour le prochain ciné-débat. Le bal des menteurs. Ouais, ça risque d'être un peu plus léger, un peu plus drôle. Oui, c'est drôle. Avec des personnages contemporains. Avec des personnages contemporains et une vraie comédie humaine, comme tu l'as dit.